relation entre l'activité intellectuelle et puis le fait de devenir maîtresse ou de devenir pilote d'avion de chasse. On sait simplement que pour être intelligent et donc devenir maîtresse ou pilote d'avion de chasse, il faut apprendre. Il n'y a pas d'accès à cette signification, la signification de ce qu'est être intelligent. Sinon, on peut en conclure que finalement, être intelligent, être maîtresse ou pilote d'avion de chasse, c'est occuper une place socialement valorisée, le lien simplement se faisant par le fait d'apprendre. Alors, je terminerai en conclusion. Je ne sais pas si je suis dans le fait. Alors, en conclusion, ce qu'on peut dire, du point de vue de ces adultes en situation d'illettrisme, en dépit des différentes formes de domination qu'ils subissent, ces adultes n'acceptent pas d'en rester là et manifestent vraiment un désir de changement en s'engageant en formation. Ils ont le sentiment qu'il est temps de se prendre en charge parce que la formation représente vraiment une opportunité à saisir pour eux. S'engager en formation, ça relève du désir de rompre avec des images qui sont dévalorisantes de soi et qui sont liées à une expérience négative qui a été vécue à l'école, comme on l'a pu le voir, de laquelle, bien souvent, ils sont sortis sans qualification et sans diplôme. Et ils émettent donc le désir d'une revanche et d'ascension sociale pour être reconnus socialement. La formation, on l'a dit, c'est une opportunité qui leur est donnée de revivre une seconde chance pour, en somme, espérer vivre une vie normale. Apprendre correspond finalement au désir de devenir quelqu'un. Merci. Je travaille pour Algebra, c'est une activité que j'ai créée autour de la professionnalisation. Et par rapport à cet exposé, je vais faire un lien avec les bilans de compétences que je fais pour les demandeurs d'emploi. Et ce qui m'intéresse dans le modèle de transfusion dont vous me parlez, qu'est-ce qui crée ce rapport au savoir de ces personnes? Qu'est-ce qui va engendrer cette façon, enfin, si vous avez pu le repérer en tout cas pendant votre recherche? Qu'est-ce qui engendre ce phénomène de transfusion? C'est une question un peu difficile. Enfin, il me semble que dans la mesure où ils ont quand même une expérience relativement courte de l'école, une expérience aussi négative de l'école, peut-être qu'ils n'ont pas eu effectivement le temps de s'approprier les fondements même, les visées d'une scolarité entre guillemets exemplaire. J'avoue que ça m'est un peu difficile de répondre à cette question. En tous les cas, pour eux, dans ce que j'ai pu recueillir en termes de données, c'est vraiment cette idée que apprendre pour eux consiste à écouter le professeur et essayer de mémoriser autant que faire se peut ce qu'ils apprennent. Mais j'avoue que... Est-ce que c'est un lien avec le fait qu'ils aient l'impression que le formateur ou l'enseignant soit intelligent et pas eux? Je sais pas. En tous les cas, comme on l'a vu, je pense qu'il y a, pour eux, l'enseignant incarne vraiment la figure de l'intellectuel. Juste, si vous le permettez, comme complément de réponse à partir de notre point de vue, ce que je trouve très très intéressant dans la présentation de Nassira, c'est que finalement, quand on regarde l'exploration du rapport au savoir de personnes qu'elle a interrogées, qui sont des personnes adultes en situation d'illettrisme, si on essaie de croiser, en prenant des précautions, mais quand même, avec d'autres études qu'on a pu mener sur, par exemple, des étudiants à l'université, sur des lycéens à l'école, et qu'on leur pose
même type de questions sur comment finalement il se représente le fait d'apprendre. On se rend compte que finalement ce modèle, je veux dire de la transfusion que tu nommes, finalement il est assez partagé par toutes ces catégories de population et que finalement on n'a pas forcément une spécificité du rapport au savoir chez ces adultes, contrairement à ce qu'on pourrait croire chez ces adultes en situation d'illettrisme, parce que derrière, peut-être qu'un des éléments de réponse qu'on peut apporter, sans qu'il soit pour autant définitif, c'est que peut-être nos institutions de formation véhiculent peut-être aussi quelque part cette image et ce projet, ce propos de dire c'est dans les institutions que se trouvent les gens intelligents qui vont accompagner le développement de l'intelligence des autres. Et je crois qu'il faut quand même aussi rapporter cette construction du rapport au savoir à ce qui est porté par les dispositifs eux-mêmes. Et du coup, c'est pas, je veux dire, ce que je trouve extrêmement riche dans cette approche, c'est ce regard porté sur l'intelligence qui doit quand même, à un moment donné, nous interpeller en tant qu'acteurs de la formation. Une autre question, Benoît. Benoît De Geff, cadre de formation à l'IRTS de Lorraine, à Nancy, puis chercheur associé au LISEC aussi. Oui, je crois aussi à la fois pour aller dans le même sens de la réponse, c'est aussi le fait que les pratiques pédagogiques vont aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire que les pratiques pédagogiques des enseignants et même le rapport au savoir des enseignants est similaire au rapport au savoir des personnes en situation en difficulté. Et en même temps, ce qui montre bien que ce type de rapport au savoir serait une norme d'ailleurs du rapport au savoir. C'est ce qui est intéressant. Et la deuxième question que je voulais vous poser, peut-être faire le lien entre les deux interventions, c'est à la fois pour travailler sur et pour réussir à faire coexister dans un même groupe des personnes qui ont des modes d'engagement différents en formation. À l'IRTS, on a des personnes qui sont vraiment dans des dynamiques identitaires assez différentes dans les différentes formations, que ce soit des formations de niveau 5 à niveau 3. Niveau 1, je connais moins. Et en même temps, est-ce que, d'un point de vue pédagogique, est-ce que une des voies pour réussir à faire coexister les différents modes d'engagement n'est pas de travailler sur le rapport au savoir justement des personnes? Je ne sais pas si vous pouviez... Alors, vous dites que si l'une des voies pédagogiques, ce n'est pas de faire coexister... C'est justement, nous on est dans le défi un peu constant, quotidien, de réussir à faire coexister des différentes dynamiques identitaires dans les parcours de formation, puisque dans certaines promotions, on a 90 étudiants, on n'a pas 90 profils d'étudiants différents, mais on a un certain nombre de profils d'étudiants entre ceux qui sont salariés et qui viennent en formation, ceux qui sont envoyés par le Pôle emploi, ceux qui sont en formation initiale, etc. On est dans des dynamiques vraiment identitaires, des dynamiques de formation différentes. Et pour réussir à faire coexister, c'est un peu compliqué de faire coexister 90 personnes et des dynamiques comme ça complètement différentes. Et une des difficultés, est-ce que ce serait pas justement de réussir à travailler sur le rapport au savoir des personnes, pour réussir à créer quelque chose de commun? Oui, effectivement, ça peut être l'une des possibilités, mais qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière le fait de faire travailler le rapport au savoir de ces personnes? Oui, justement, c'est un peu en même temps, enfin, c'est une intuition un peu que j'ai comme ça, et en même temps, c'est un peu la question que je vous pose. C'est-à-dire, est-ce qu'en travaillant sur le sens de leur expérience, à la fois scolaire, en même temps leur sens de leur expérience professionnelle, tout à fait. Et sur leur projet de formation, est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver des pistes de réflexion? Effectivement, moi il me semble que l'approche du rapport au savoir a comme intérêt quand même de travailler, d'avoir une approche plus individuelle et de s'intéresser à la singularité des individus. Et effectivement, prendre en compte la singularité des individus pour tenter de faire coexister, comme vous dites, leur rapport au savoir, me semble intéressant. Je suis Amit Berry, je suis formateur à l'école de la Chine. Parmi les personnes que vous avez rencontrées. Je me levais. Donc, Amit Berry, formateur à l'école de la Demshore. Parmi les personnes que vous avez rencontrées durant votre parcours, est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi, qui étaient vraiment illettrés, qui ont réussi à
avoir un parcours positif, je dirais. Il faut voir ce que vous entendez par réussir. Alors, Non, mais... dans ce que les personnes que j'ai pu interroger, si on peut parler de réussite, ce que j'entends par réussite, je prends le cas d'Albertino qui lui alors lui, il m'a vraiment interpellée du point de vue de son parcours. C'est une personne qui est arrivée à l'âge de 40 ans en APP et qui a dissimulé sa situation de personne illettrée, y compris jusque à sa femme. Son épouse n'était pas au courant de sa situation d'illettrisme. Et donc il était en perpétuelle stratégie de contournement, y compris au sein même de la cellule familiale. Et lui, vraiment, s'est beaucoup attaché à nous faire part de ce qu'il entendait par la volonté, etc. Et lui, effectivement, à l'issue de sa formation, il a pu intégrer une entrée en qualification, une entrée en formation dans le cadre, alors il me semble que c'est une entrée à l'AFPA. Donc effectivement, si on peut parler de réussite, oui, le cas d'Albertino est exemplaire à ce titre-là. Donc c'est possible.